Saviez-vous que l'univers observable contient au moins 200 milliards de galaxies et que chacune d'elles abrite en moyenne 100 milliards d'étoiles, dont beaucoup, nous le savons aujourd'hui avec certitude, possèdent leur propre système planétaire? Ce vaste cosmos, d'une grandeur incompréhensible, est un gigantesque laboratoire où la matière et l'énergie s'unissent pour former de nouveaux mondes. La Terre, notre foyer, ne fait pas exception à ce processus cosmique. Elle est née d'un nuage de gaz et de poussière se transformant au fil des millions d'années en la planète vibrante que nous habitons. Comment est-il possible que d'une simple dispersion d'éléments émerge la complexité d'une planète, un monde capable même d'abriter la vie? Pour comprendre la formation planétaire, nous devons voyager au commencement, bien avant l'existence de toute étoile ou planète. L'histoire commence avec l'univers lui-même, une vaste toile où les éléments les plus simples, principalement l'hydrogène et l'hélium, ont émergé du Big Bang, l'événement fondateur qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons il y a environ 13 800 millions d'années. Ces deux éléments légers étaient pratiquement les seuls composants de l'univers primitif. Cependant, la création de planètes, en particulier les planètes rocheuses comme la Terre, nécessite des éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène, le fer ou le silicium. D'où proviennent ces briques fondamentales de la vie et des mondes solides? La réponse réside dans le cycle de vie des étoiles. Les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient des géantes massives et éphémères composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. Au sein de leur noyau, à des températures et pressions inimaginables, les réactions de fusion nucléaire ont débuté. Ici, 4 noyaux d'hydrogène fusionnaient pour former un noyau d'hélium, libérant une quantité colossale d'énergie. Mais ce n'est pas tout. À mesure que ces étoiles vieillissaient et approchaient de la fin de leur vie, elles commençaient à fusionner des éléments plus lourds dans leur couche interne. L'hélium se transformait en carbone, le carbone en oxygène et ainsi de suite jusqu'à atteindre le fer. À la fin de leur existence, ces étoiles primordiales explosaient en supernovas, des événements si cataclysmiques que pour un bref instant, elles brillaient plus que des galaxies entières. Ces explosions dispersaient les éléments lourds nouvellement créés à travers l'espace interstellaire, enrichissant les nuages de gaz et de poussière qui seraient les futurs berceaux de nouvelles étoiles et, par conséquent, de planètes. Les générations ultérieures d'étoiles, celles de population 2 puis celles de population 1, comme notre propre Soleil, se sont formées à partir de ce matériau déjà enrichi. Plus un nuage était enrichi, plus la probabilité de formation de planètes rocheuses était élevée. La nébuleuse du Crabe, par exemple, est le vestige d'une supernova qui fut observée en l'an 1054 de notre ère par des astronomes chinois et arabes. Cette nébuleuse est un exemple palpable de la manière dont la mort d'une étoile massive ensemence le cosmos avec les éléments nécessaires à la vie. Les étoiles sont, en essence, les usines cosmiques des éléments. Sans elles, il n'y aurait ni planète rocheuse, ni eau, ni vie telle que nous la connaissons. La matière qui compose votre corps a été forgée au cœur d'anciennes étoiles, libérée par des explosions stellaires et recyclée à travers les âges cosmiques. Une fois que le matériel enrichi est disponible, l'étape suivante de ce voyage est la formation des nébuleuses, véritables berceaux stellaires. Une nébuleuse est un vaste nuage interstellaire de poussière et de gaz, composé principalement d'hydrogène moléculaire, d'hélium et de traces d'éléments plus lourds, tous dispersés dans l'immense vide de l'espace. Ces nuages peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière de diamètre et contenir des masses qui dépassent des milliers, voire des millions de fois la masse de notre Soleil. La densité de ces nuages, bien qu'elle puisse paraître immense en volume, est incroyablement faible comparée à tout ce que nous expérimentons sur Terre. Pourtant, elle est suffisante pour que la gravité commence à exercer son influence. Il existe plusieurs types de nébuleuses, chacune avec des caractéristiques uniques. Les nébuleuses en émission, comme la célèbre nébuleuse d'Orion, sont des nuages de gaz ionisés qui émettent de la lumière dans des couleurs vibrantes, généralement rouges ou roses, en raison de l'énergie reçue des jeunes étoiles chaudes nées en leur sein. Ces étoiles émettent un rayonnement ultraviolet, excitant les atomes d'hydrogène et les faisant briller. La nébuleuse d'Orion, visible à l'œil nu par une nuit sombre, est un laboratoire cosmique actif, où des milliers d'étoiles et de systèmes planétaires sont en cours de formation. C'est l'un des objets astronomiques les plus étudiés et un exemple exceptionnel de berceau stellaire actif.
Ensuite, il y a les nébuleuses par réflexion, qui n'émettent pas de lumière propre, mais qui reflètent la lumière des étoiles proches, souvent avec une teinte bleutée. Cela est dû au fait que les particules de poussière diffusent la lumière bleue plus efficacement que la lumière rouge. Un exemple est la nébuleuse qui entoure les Pléiades. Les nébuleuses obscures, d'autre part, sont des nuages de gaz et de poussière si denses qu'ils bloquent complètement la lumière des étoiles situées derrière elles. Elles apparaissent comme des silhouettes sombres sur un fond plus lumineux. Un exemple notable est les piliers de la création, une structure emblématique au sein de la nébuleuse de l'Aigle. Ces structures, qui ressemblent à d'énormes doigts cosmiques, sont des pépinières stellaires denses où de nouvelles étoiles naissent, protégées de l'extérieur par l'épais voile de poussière et de gaz. La température à l'intérieur de ces nébuleuses est extrêmement froide, souvent à seulement quelques degrés au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire environ moins 263 degrés Celsius. Cette basse température est cruciale car elle permet à la gravité, une force intrinsèquement faible, de gagner la bataille contre la pression thermique qui tend à disperser le gaz. Si les nuages étaient plus chauds, les particules se déplaceraient avec trop d'énergie pour que la gravité puisse les rassembler. Dans ces conditions glaciales et vastes, les bases sont posées pour le prochain acte de la formation planétaire, l'effondrement gravitationnel. L'effondrement gravitationnel est le moment crucial où une partie de la nébuleuse commence à se contracter sous sa propre gravité, marquant la naissance d'une protoétoile et éventuellement d'un système planétaire. Ce processus ne se produit pas spontanément en n'importe quel point du nuage. Il nécessite une impulsion initiale, une perturbation qui augmente la densité d'une région spécifique jusqu'à un point critique. L'un des déclencheurs les plus courants sont les ondes de choc des supernovas proches. Lorsqu'une étoile massive explose, elle envoie une onde de pression à travers l'espace interstellaire. Cette onde peut comprimer une région d'une nébuleuse, augmentant suffisamment sa densité pour que la gravité commence à dominer. Une autre cause peut être les collisions de nuages moléculaires, ou même l'influence de la spirale des bras galactiques, qui crée des régions où le gaz s'accumule naturellement. Une fois que la densité locale dépasse un seuil critique, la gravité de chaque particule commence à attirer les particules voisines, et la région commence à se contracter. À mesure que le nuage se contracte, il se fragmente en noyaux plus petits et plus denses. Chacun de ces noyaux a le potentiel de former une nouvelle étoile ou même un système stellaire multiple. Par exemple, dans la nébuleuse du Crabe, bien qu'il s'agisse d'un rémanent de supernova, l'énergie libérée par l'événement peut en effet agir comme un déclencheur pour la formation de nouvelles étoiles dans les nuages voisins. À mesure que le matériau tombe vers le centre de ces noyaux, l'énergie potentielle gravitationnelle se convertit en énergie thermique, augmentant la température et la pression dans le noyau central. Ce noyau en contraction est connu sous le nom de protoétoile. À mesure que de plus en plus de matière tombe sur elle, la protoétoile tourne de plus en plus vite. Cependant, toute la matière ne tombe pas directement vers le centre. En raison de la conservation du moment angulaire, une partie du gaz et de la poussière, en tournant, s'aplatit et forme une structure en forme de disque autour de la protoétoile, le disque d'accrétion ou disque protoplanétaire. Ce disque est absolument fondamental pour la formation des planètes. Simultanément à la formation du disque, les protoétoiles éjectent souvent de puissants jets de matière, connus sous le nom de flux bipolaires, depuis leur pôle. Ces jets de matière, qui voyagent à des vitesses énormes, sont cruciaux car ils aident à dissiper l'excès de moment angulaire de la protoétoile en croissance, permettant de continuer à se contracter sans se désintégrer en raison de sa vitesse de rotation. Sans ces jets, la matière du disque pourrait ne pas être capable de tomber sur l'étoile centrale, empêchant ainsi sa croissance. Le disque protoplanétaire, une structure de gaz et de poussière qui peut s'étendre sur des centaines d'unités astronomiques, est le scénario où se déroulera toute l'action de la formation planétaire. Sa composition initiale est similaire à celle de la nébuleuse originale, dominée par l'hydrogène et l'hélium, mais avec une fraction d'environ 1% de poussière qui est la matière première pour les planètes rocheuses et les noyaux des géantes gazeuses. La structure de ce disque n'est pas uniforme. Il est plus dense et plus chaud près de la protoétoile et plus froid et plus diffus dans ses régions extérieures. Ce gradient de température est vital. À mesure que l'on s'éloigne de la protoétoile centrale, la température diminue drastiquement. Il y a une région particulièrement importante connue sous le nom de ligne de glace ou ligne de neige. À l'intérieur de cette ligne, qui, dans notre système solaire, se situe à environ 2,7 unités astronomiques du Soleil, l'eau et d'autres substances volatiles, comme le méthane, l'ammoniac et le dioxyde de carbone restent à l'état gazeux en raison des températures élevées.
Une autre théorie proéminente est l'accrétion de galets, ou pebble accretion en anglais, qui postule que les planétésimaux plus grands, une fois formés, peuvent croître très efficacement en capturant des galets ou de petites roches qui traversent le disque. Ces galets, de taille allant des centimètres au mètre, sont entraînés par le gaz et, en passant près d'un objet plus massif, peuvent être capturés gravitationnellement. Ce mécanisme permet une croissance beaucoup plus rapide des embryons planétaires. Quel que soit le mécanisme exact, une fois la barrière du mètre franchie, les particules croissent rapidement pour devenir des planétésimaux. Un planétésimal est un objet solide de plusieurs kilomètres de diamètre. À ce stade, la gravité commence à être la force dominante. Les planétésimaux s'attirent mutuellement et entrent en collision, fusionnant pour former des corps de plus en plus grands. Ce processus d'accrétion gravitationnelle est le moteur principal de la formation des protoplanètes, les précurseurs des planètes que nous connaissons aujourd'hui. Dans notre propre système solaire, on estime que des millions de ces planétésimaux se sont formés au cours des premiers millions d'années, ouvrant la voie à la construction des mondes qui l'habitent. La formation des protoplanètes et, finalement, des planètes terrestres est un processus marqué par des collisions et des fusions à l'échelle cosmique. Une fois que les planétésimaux atteignent des tailles de plusieurs kilomètres, la gravité devient la force dominante et ils commencent à entrer en collision et à fusionner de manière plus énergétique. Ce processus se divise en deux phases principales, la croissance désordonnée ou runaway accretion et la croissance oligarchique. Dans la phase de croissance désordonnée, les planétésimaux les plus grands et les plus massifs ont un avantage gravitationnel. Ils attirent d'autres planétésimaux plus petits à un rythme exponentiel. Imaginez une boule de neige roulant en bas d'une pente, gagnant rapidement en masse et en vitesse. Cela leur permet de croître beaucoup plus vite que leurs voisins, dégageant une région autour d'eux. Une fois qu'un nombre limité de ces objets de grande taille a dominé leurs zones orbitales respectives, le processus entre dans la phase de croissance oligarchique. À ce stade, les protoplanètes, déjà de la taille de la Lune ou même de Mars, continuent de croître à un rythme plus lent, accumulant le matériau restant dans leur voisinage. Les collisions dans cette phase sont moins fréquentes, mais beaucoup plus énergétiques. Un exemple emblématique d'une collision de ce type est la formation de la Lune. La théorie prédominante suggère qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, un objet de la taille de Mars, parfois appelé Theia, est entré en collision obliquement avec la prototerre. Cet impact cataclysmique a arraché une quantité immense de matière de la Terre et de Theia, matière qui s'est ensuite unie en orbite pour former notre satellite naturel, la Lune. Cet événement a non seulement formé la Lune, mais a également contribué à l'inclinaison de l'axe de la Terre et à sa vitesse de rotation, facteurs cruciaux pour la stabilité climatique et la vie. Les collisions ne sont pas toujours des accrétions. Elles peuvent être destructives, mais la matière reste là et a tendance à se réassembler. À mesure que les protoplanètes grandissent, leur intérieur commence à chauffer en raison de l'énergie des collisions et de la désintégration des isotopes radioactifs. Cette chaleur fait que les matériaux les plus denses, comme le fer et le nickel, coulent vers le centre, formant un noyau métallique. Les matériaux plus légers, tels que les silicates, remontent pour former le manteau et la croûte. Ce processus est connu sous le nom de différenciation planétaire. La Terre est un exemple parfait de planète différenciée, avec un noyau de fer et de nickel, un manteau rocheux et une fine croûte. Un aspect fascinant de la formation planétaire est la migration planétaire. Toutes les planètes ne se forment pas et ne demeurent pas sur leurs orbites d'origine. L'interaction gravitationnelle entre les protoplanètes et le disque de gaz et de poussière, ainsi qu'entre les planètes elles-mêmes, peut les amener à migrer significativement depuis leur lieu de naissance. Un exemple notable est celui des Jupiters chauds, des exoplanètes géantes gazeuses qui orbitent très près de leurs étoiles, souvent sur des orbites plus petites que celles de Mercure. La théorie prédominante est que ces planètes se sont formées beaucoup plus loin de leurs étoiles, au-delà de la ligne des glaces, où il y avait suffisamment de matière pour qu'elles grandissent et ont ensuite migré vers l'intérieur. Dans notre propre système solaire, le modèle de Nice propose que les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont migré depuis leurs orbites originales.
finale. On pense que Jupiter et Saturne, par exemple, étaient en résonance orbitale, ce qui les a fait migrer vers l'extérieur, puis en raison d'interactions avec le disque de planétésimaux restant, Jupiter aurait pu migrer brièvement vers l'intérieur avant de s'arrêter et de migrer vers l'extérieur. Cette migration massive des géantes gazeuses a eu un impact profond sur le système solaire intérieur, envoyant une pluie d'astéroïdes et de comètes vers les planètes intérieures lors d'une période connue sous le nom de grand bombardement tardif qui a profondément marqué les surfaces de la Lune et de Mars. La formation des géantes gazeuses et glacées, comme Jupiter et Saturne ou Uranus et Neptune, est un processus qui diffère significativement de la formation des planètes terrestres en raison de leur masse et de leur composition dominante. Il existe deux modèles principaux pour expliquer leur origine, l'accrétion de noyaux et l'instabilité de disques. Le modèle d'accrétion de noyaux, largement accepté pour la plupart des géantes gazeuses, postule que ces planètes ont commencé leur vie comme des noyaux solides massifs, composés de roches et de glace, qui se sont formés au-delà de la ligne des glaces dans le disque protoplanétaire. Dans cette région extérieure du disque, l'abondance de glace permettait aux planétésimaux de croître beaucoup plus rapidement et d'atteindre des masses critiques. Une fois que noyau solide atteignait une masse d'environ 5 à 15 masses terrestres, sa gravité était suffisamment forte pour attirer et accumuler rapidement une immense quantité de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, directement du disque protoplanétaire environnant. Ce processus d'accrétion de gaz incontrôlé est extrêmement rapide, ne durant que quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. C'est ainsi que Jupiter, avec sa masse de 318 fois celle de la Terre, a accumulé la majeure partie de son atmosphère gazeuse. Le modèle d'instabilité de disques, d'autre part, suggère une voie différente. Il propose que dans des disques protoplanétaires massifs et denses, des instabilités gravitationnelles puissent se développer, provoquant l'effondrement direct de vastes régions du gaz et de la poussière du disque. Au lieu de former d'abord un noyau solide, ces planètes géantes se formeraient directement à partir de l'effondrement gravitationnel d'une section du disque. Ce modèle pourrait expliquer l'existence de certaines exoplanètes géantes trouvées à de grandes distances de leurs étoiles, ou celles qui semblent s'être formées très rapidement. Cependant, les preuves observationnelles à ce jour favorisent majoritairement le modèle d'accrétion de cœur pour la plupart des géantes gazeuses connues. Jupiter et Saturne sont des exemples de géantes gazeuses formées principalement d'hydrogène et d'hélium, avec un petit noyau rocheux et glacé en leur centre. Uranus et Neptune, souvent appelées géantes de glace, se sont formées de manière similaire, mais leur taille et leur masse sont moindres, et elles contiennent une plus grande proportion de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac dans leurs intérieurs, ainsi qu'une atmosphère moins dense d'hydrogène et d'hélium. La formation de ces géantes est cruciale car leur présence et leur migration précoce influencent profondément la structure et la stabilité de l'ensemble du système planétaire. On pense que Jupiter a agi comme un aspirateur gravitationnel, déviant de nombreuses comètes et astéroïdes dangereux loin du système solaire intérieur, protégeant ainsi les planètes terrestres. Une fois que les planètes se sont formées ou sont dans leurs dernières étapes de croissance, le disque protoplanétaire qui les a nourries commence à se dissiper. C'est la fin du processus de formation planétaire, car sans le disque, il n'y a plus de matériaux pour l'accrétion. La dissipation du disque se produit sur plusieurs millions d'années, une période relativement courte à l'échelle de vie d'une étoile. On estime que le disque protoplanétaire de notre propre Soleil s'est complètement dissipé en l'espace de 5 à 10 millions d'années après sa formation. Il existe plusieurs mécanismes qui contribuent à la dissipation du disque. L'un des plus importants est la photoévaporation. L'intense rayonnement ultraviolet de l'étoile centrale ou d'étoiles massives proches chauffe le gaz à la surface du disque, lui donnant suffisamment d'énergie pour échapper à l'attraction gravitationnelle de l'étoile. Imaginez une brise cosmique qui souffle lentement le gaz et la poussière. Un autre mécanisme est celui des vents stellaires, des flux de particules chargées émanant de la jeune étoile qui peuvent également balayer le matériau de disque. De plus, une partie du matériau du disque tombe simplement dans l'étoile centrale par un processus d'accrétion constant. Enfin, la formation même des planètes consomme une quantité significative de matériaux. Une fois que les planètes ont atteint leur taille finale, elles ont épuisé une grande partie du matériau solide et gazeux disponible dans leur voisinage. Les observations de disques protoplanétaires avec des télescopes comme ALMA ont montré que la plupart des jeunes disques se dissipent en l'espace de 3 à 10 millions d'années. Nous pouvons voir des disques à différentes étapes de leur évolution. Certains sont denses et massifs, d'autres présentent des lacunes et des anneaux,
et d'autres encore sont déjà presque complètement dégagés, ne laissant derrière eux que les systèmes planétaires nouvellement nés. Comprendre ce processus de dispersion est vital car il nous indique la fenêtre de temps pendant laquelle la formation planétaire est possible. Une fois que le disque disparaît, l'accrétion de matière à grande échelle s'arrête et les planètes restantes évoluent simplement et se refroidissent. Les cas réels et les découvertes récentes ont radicalement transformé notre compréhension de la formation planétaire. Avant les années 1990, le seul système planétaire connu était le nôtre. Aujourd'hui, grâce à des missions comme le télescope spatial Kepler de la NASA et le satellite de surveillance des exoplanètes en transit, TESS, nous avons découvert des milliers d'exoplanètes, des planètes en orbite autour d'autres étoiles. Ces découvertes ont révélé une étonnante diversité de systèmes planétaires qui défient nos attentes basées uniquement sur notre système solaire. Nous avons trouvé des Jupiters chauds, déjà mentionnés, qui sont des géantes gazeuses très proches de leurs étoiles. Aussi des super-terres, des planètes rocheuses qui sont significativement plus massives que la Terre, mais moins massives que Neptune, un type de planète qui n'existe pas dans notre système solaire. De plus, des mini-Neptunes, des planètes avec des atmosphères étendues, mais plus petites que Neptune. Le système TRAPPIST-1, par exemple, découvert en l'an 2016, est un système fascinant avec 7 planètes de la taille de la Terre qui orbitent une étoile naine rouge. Au moins 3 de ces planètes se trouvent dans la zone habitable, la région où l'eau liquide pourrait exister à la surface. Les observations de disques protoplanétaires en formation avec des instruments comme ALMA permettent aux astronomes de voir directement les empreintes des planètes en formation. Les lacunes, les anneaux et les spirales observées dans ces disques sont interprétés comme la preuve que les protoplanètes dégagent leurs orbites et accumulent du matériel. Par exemple, dans le disque autour de la jeune étoile PDS 70, les astronomes ont observé non seulement la présence de 2 planètes géantes, PDS 70b et PDS 70c, mais aussi des disques circumplanétaires, qui sont des disques circumplanétaires autour des planètes qui pourraient être en train de former des lunes. C'est comme voir la formation d'un système planétaire en action en temps réel. L'importance de comprendre le processus de formation planétaire transcende la simple curiosité scientifique. Elle est fondamentale pour l'une des questions les plus profondes de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? En comprenant comment les planètes se forment, nous pouvons identifier lesquelles sont les plus susceptibles d'abriter la vie et où nous devrions concentrer notre recherche d'habitabilité extraterrestre. Chaque découverte d'une nouvelle exoplanète et chaque image d'un disque protoplanétaire nous rapproche un pas de plus de la réponse à cette question millénaire. L'étude des pouponnières stellaires et du processus de formation planétaire nous révèle que l'univers est un lieu dynamique et constamment en évolution, où la vie, peut-être, est une conséquence naturelle des lois de la physique et de la chimie. Chaque atome dans ta main, chaque molécule dans ton corps est le résultat d'un voyage cosmique qui a commencé dans les explosions d'étoiles lointaines et a culminé dans la formation de cette planète bleue. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles, et comprendre comment les mondes se forment, c'est comprendre une partie de notre propre histoire. Explorateur, ce voyage vers les berceaux stellaires n'est que le début de notre aventure à travers le cosmos. Si la création de mondes vous a fasciné, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions. Aimez cette vidéo si elle vous a plu, laissez un commentaire avec vos questions ou réflexions sur la formation planétaire et partagez cette connaissance avec tous vos amis afin que plus de personnes puissent s'émerveiller des secrets de l'univers.